Hachem, on va commencer ce soir la 29e porte du Pardes Rimonim qui s'appelle le Sha'ar HaTe'amim. C'est un sujet évidemment très complexe. Vous avez bien vu, on a commencé par les otiyot, les lettres qui étaient très complexes. Après, on est passé par les points voyelles. Et maintenant, on va aborder le 3e degré qui est les Ta'amim. Donc, vous vous rappelez, on avait dit que si les lettres provenaient de Bina, les points voyelles de Chokhma, les Te'amim, c'est Keter. Très bien. Qu'est-ce que les Te'amim? Les Te'amim, ce sont les signes de cantillation. Littéralement en hébreu, ça veut dire, c'est comme si ça ajoutait un goût à la chose. Je vous rappelle qu'en hébreu, il n'y a pas de ponctuation. C'est-à-dire que vous avez des lettres, vous avez des points voyelles qui vont indiquer la prononciation, mais il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas... Dans un Sefer Torah, quand vous regardez un Sefer Torah, vous voyez bien que vous n'avez que des lettres et qui sont donc composées en mots. Les mots sont séparés par des espaces et de temps en temps, vous avez des paragraphes. D'accord. Donc les Te'amim, ils servent à plusieurs choses d'un point de vue général. Ils servent à la fois à donner de la ponctuation au sens où on l'entend dans la grammaire française, c'est-à-dire par exemple marquer un arrêt, marquer une pause, marquer une fin de phrase. Ils servent aussi à donner une musicalité. Ils servent aussi à la liaison des mots. Et ils vont servir aussi à donner une mélodie aux mots. Donc c'est un sujet très très complexe. Notre but n'est pas de faire un cours sur les Te'amim. Les Te'amim, de même que les lettres, tout le monde doit savoir ce que c'est, les points voyelles aussi. Notre but ici dans le Pardes, c'est d'examiner cette notion des Te'amim par rapport à l'enseignement du Ramak et qui est lui-même puisé de l'enseignement du Zohar et des textes de Kabbale. Mais évidemment, si vous ne connaissez pas ce que c'est que les lettres, on ne peut pas comprendre la Kabbale des lettres. Et donc, si on ne connaît pas au moins ce que sont les Te'amim, on ne pourra pas parler de la Kabbale des Te'amim. Quelques mots sur les Te'amim. Les Te'amim, c'est une tradition. C'est une tradition. Ils ont des noms, mais ces noms sont aussi variants. Ils ont un nombre, on va en reparler. Et en gros, on situe ça, en gros, ce qu'on appelle les grammairiens et les de Tzfat à partir du 10e ou 11e siècle, où on a commencé à mettre ça en forme. Mais on est ici chez le Ramak. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il est donc au 16e. Et donc la connaissance qu'il y a des Te'amim, elle est donc effectivement beaucoup plus ancienne et beaucoup plus kabbalistique que celle qu'on peut trouver dans n'importe quel livre aujourd'hui de Te'amim. Donc ça, ce sont des introductions nécessaires. Donc, effectivement, c'est clair qu'entre la grammaire, par exemple, de Aboulafia et la grammaire moderne, c'est Aboulafia qui a raison, parce qu'il est quand même plus proche des sources, et lui, il s'occupe de la grammaire antique, comme on a vu dans le Hora Sechel. Il en sera pareil ici. Alors, Achar Shebeshar HaKodem, après que dans la porte précédente, c'est-à-dire la porte des points voyelles, nous avons trouvé selon ce qu'on avait dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, dans les Tikkunim, Navo ata levaer HaTe'amim. Nous allons donc effectivement maintenant expliquer les Te'amim selon ce qui se trouve aussi dans ces paroles, Animsa Gamken Bidvarav. Ve'ate'amim bishmam ve'tsuratam hem helu. Et donc, voici donc quels sont les noms et la forme de ces Te'amim. Je rappelle que, comme on le fait à chaque fois, cette porte sera composée de 5 chapitres. Quand on a travaillé sur cette notion des Te'amim avec M. Soban du Chrono des Vacha, parce que les Te'amim va être surtout évoqué dans le Sefer, dans les Tikkun Zohar, on a préparé un petit opuscule dont je vous ai envoyé la forme non éditée pour travailler là-dessus. Et effectivement, c'est surprenant la manière dont le Ramak, il voit, il comprend, il nomme, il définit les Te'amim par rapport à, on va dire, des livres modernes sur les Te'amim. Et donc, ce qu'on avait fait, on avait donc comparé ce que dit le Ramak sur les Te'amim
avec un livre moderne qui s'appelle Teteamim Vevenikud du Rav Abraham Weinberg, qui est un livre des années 70 qui est paru à Tel Aviv. Premièrement, les noms des Te'amim sont très importants. Bien qu'effectivement, en général, on donne des noms, mais on ne sait pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça, quoi. On ne va pas rentrer dans l'analyse des noms des Te'amim. Or, ça va être fondamental ici, parce que le nom du Ta'am, il va nous donner effectivement sa fonction. Maintenant, la musicalité du Ta'am, elle dépend des traditions. Un Marocain, il ne va pas dire un Rabia comme un Tunisien, ni comme un Ashkénaze, ni comme un Polonais, etc. Ça change à chaque fois. Mais tout le monde sait, dans les grandes traditions juives, qu'un Rabia, c'est un Rabia. Que Azlagirish, c'est Azlagirish. Deuxièmement, les noms, comme je vous dis, ils changent. Et en plus, les nombres. Si vous avez déjà fait le travail que vous avez demandé préparatoire, vous saurez qu'il y a beaucoup de théamim. Il y a beaucoup de théamim, et il y a des théamim spécifiques à la Torah, et il y a aussi des théamim spécifiques aux prophètes, et il y a des théamim encore plus particuliers qu'on va trouver uniquement dans certains livres de la Torah, et des théamim qu'on va trouver de façon même très très rare. Alors, chez le Ramak, notre source principale, c'est évidemment cette porte ici. C'est la porte des cantillations, mais dans le Elima et dans le Shiur Koma, évidemment, il est revenu sur cette histoire. D'après le Ramak, ici, aujourd'hui, ils sont donc au nombre de 36. D'accord? Bien que... ils sont 35 ici et 36 dans le Elima et dans le Shiur Koma. D'après la version générale que ramène Weinberg, il n'y en aurait que 27. Parce qu'il serait en regard des 27 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les 22 lettres plus les 5 finales. Donc on va commencer simplement aujourd'hui par regarder cette liste des théamim. Évidemment, les théamim, ils sont indiqués, non pas dans la Torah, mais dans les livres, par des signes qu'on appelle des signes diacritiques. Donc ce sont des tout petits signes, mais qui sont des signes très très importants, et qu'on va retrouver dans les livres où on aura les points voyelles et les théamim, par ces signes-là, qui vont être placés, en général, ils peuvent être placés soit plus généralement sous les lettres, quelquefois sur les lettres, et quelquefois entre les mots, et quelquefois même entre les lettres. Alors, d'après le Ramak, nous avons donc Zarka, Makaf, Shofar Oler, et si vous avez bien le livre, vous allez voir à chaque fois effectivement comment on a le petit signe qui est au-dessus. D'accord? Donc Zarka, c'est une espèce de petit élément qu'on met sur la lettre en haut. Le Makaf, ça se met entre deux mots. Shofar Oler, c'est un petit, ça se met sous la lettre. Le Ségolta, on l'avait déjà vu, parce que le Ségolta, on l'a vu dans la Tikkun, le Ségolta, c'est l'inverse du Ségol. Le Ségol, ce sont 3 points, c'est-à-dire on a un point à droite, un point à gauche et un point en dessous, et le Ségolta, ce sont les 3 points avec 2 points plus 1 au-dessus, et lui, ça se place au-dessus de la lettre. À tel point que vous vous rappelez, les Tikkun, il avait dit qu'il y avait le Ségol. Vous vous rappelez, on avait vu ça quand on avait parlé des Chayot. Et on avait dit qu'il y avait en bas, c'est Ségol, et en haut, c'est Ségolta. Le Pazer Gadol, Yareach Ben Yomo, Karnefara, le Gaïa, le Talcha, le Hazla et le Geresh, qui sont ici comptés pour 2. Le Hazla, c'est un Ta'am, le Geresh, c'est un autre Ta'am. Le Psik, c'est comme son nom l'indique, on va voir les noms évidemment au fur et à mesure, c'est un arrêt. Le Ravia, Shofar Meupach, le Kadma, le Zakef Katan, je sais pas, certains disent le Zakef Katon, mais je pense qu'il vaut mieux dire le Zakef Katan, le Zakef Gadol, Shalchelet, Shenegirishin, Teretame, Darga, le Tevir, le Maharir, qui a distingué du Tarha. En général, c'est Maharir Tarha, mais c'est Maharir et Tarha. Le Atnach, le Rafé, on reviendra sur le Rafé.
Le rafé en général, on ne le compte pas comme un ta'am, mais ici c'est compté comme un ta'am. Le dagesh. Le dagesh n'est pas un point voyelle. Le dagesh, c'est quelque chose qui est de l'ordre des ta'amim, parce qu'il va accentuer la lettre. Or, comme il accentue la lettre, c'est plus un ta'am qu'un point voyelle. Le yétiv, le tirza, le shibolet et le sibolet. Un avec un shin et un avec un samer. Le mapik behe. Donc le mapik aussi, c'est un ta'am. Parce que le mapik, il va donc, j'espère que vous savez que c'est que le mapik, comme par exemple on dit à baïta ou la. D'accord, ça va donner une espèce d'écho dans le et qui en général qui est toujours un et final. Le sheva gaya. Vous vous rappelez que la dernière fois on a vu cette question. On avait dit mais c'est quoi le gaya et c'est quoi le sheva gaya? Le gaya sheva, et c'est donc deux ta'am différents, et le sof pasouk qui effectivement donne en général le point final. Donc ici, si vous recomptez, on va avoir donc ici 35 signes de cantillation. Ces signes de cantillation, dans les grammaires, on va dire, différentes, ils seront après, c'est ce que vous avez dans le document, ils seront après sous-distingués entre ce qu'on va appeler, entre les ta'amim mafsikim et les ta'amim mechabrim. C'est-à-dire, soit ce sont des signes de cantillation disjonctifs, ça veut dire qu'ils opèrent une coupure, soit ce sont des signes de cantillation conjonctifs, à savoir qu'effectivement, ils vont lier deux mots. Et après, on va les séparer entre ce qu'on appelle les Césars, les Kesarim, les rois, les Memalemakom, les remplaçants, les Mafsikim Ktanim, les petits disjonctifs, les Memalemakom et leurs remplaçants, et les Mafsikim Aptuchim et les disjonctifs diminués. Faut pas formaliser, c'est assez technique. On va considérer de façon générale qu'il y a des mafsikim majeurs, comme on avait aussi des points voyelles majeurs, qui ont à leur service des rois. Les rois ont à leur service des seconds, des mishnim, et les seconds ont aussi des tiers. Et à chaque fois, effectivement, ils ont chacun des remplaçants. Autrement dit, c'est que si quelqu'un doit faire quelque chose et que lui, il ne peut pas le faire, alors donc on appelle celui qui vient après. Mais tout ça vont former cette configuration complexe des ta'amim. D'accord? Alors, nous, on est là pour suivre le Ramak et on verra au fur et à mesure comment ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 5 chapitres qu'on va faire, sauf dans le 5e chapitre où le Ramak, comme à son habitude, il va donner une présentation générale des théamim comme il avait fait pour les points voyelles et comme il avait fait pour les lettres. On va les examiner un par un. Et on va les examiner un par un, et surtout, on va y revenir, l'élément prédominant, ça va être leur nom. Parce que c'est le nom du ta'am qui va indiquer sa fonction spirituelle. Je répète, le ta'am, on sait ce que c'est. Les noms vont changer. La manière dont on va leur donner une mélodie, ça dépend des traditions. D'accord? Il n'y a pas de différence, il y a beaucoup de différences au contraire entre, je vous dis, les Marocains, les Tunisiens, le Nord, le Sud, les Polonais, etc. C'est très très complexe. Chacun, il a sa manière de prononcer les théamim. Alors, ilou em a théamim. Donc voici ce que sont les théamim. Kishmam, selon leur nom. Donc, les noms, c'est important pour le Ramak. Vetsuratam et leur forme, à savoir qu'il faut s'en tenir à la forme que donne le Ramak, ou Mekoram lilshonotam et leurs racines en fonction de la manière dont on les appelle. Donc, retenez ce tableau. Je ferai, si vous voulez, une image agrandie pour que vous liez tous. Et maintenant, nous allons procéder à l'examen de chacun d'entre eux. Comme nous le trouvons dans les enseignements de Rabbi Shimon Yochai. Donc maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez,
Mais ce qui a marqué dans les enseignements de Rabbi Shimon bar Yochai, et Dieu sait si pour le Ramak c'est important, on va le voir maintenant. Commençons dans l'ordre par le Zarka. Ça veut dire quoi, Zarka? Je répète, on va voir à chaque fois que c'est très important le nom. D'accord? Ça veut dire quoi, Zarka? Zarka, ça vient de Zorek. Zorek, ça veut dire jeter. Évidemment, c'est souvent des noms araméens. Pour connaître un nom araméen, il y a une manière simple. En général, quand un nom finit par un aleph, c'est souvent un nom araméen. Donc, c'est le fait de jeter. Alors, I a Malchut, Zarka, il correspond à la Malchut. Et elle s'appelle Zarka, Biyota Nizreket Klape Mekora, Aneelam, lorsqu'elle est jetée vers sa racine cachée, Veola, et elle va monter, ou Mitachedet, et elle va s'unir, Besoda Chochma Ada Keter, dans le secret de Chochma jusqu'à Keter. Pourquoi? Rappelez-vous que la Malchut, elle s'appelle aussi Chochma Tata. Donc si maintenant on la jette, on la lance pour qu'elle monte, c'est un lancer, Zarka, donc ça va monter. On fait monter quelque chose qui correspond à ce degré de la Malchut qui monte depuis Chochma jusqu'à Keter. Comme on l'avait expliqué dans le chapitre précédent à propos de Cholem. Velazé Nimsa. Et donc, de là, on va comprendre, chez Ichoseret, qu'elle va revenir, Misof Ateva les Rocha. Le Zarka, ça fait revenir de la fin du mot à son début. Zarka, en fin de compte, comme si on revenait au début du mot. Alors, comprenons. Si déjà sur les points voyelles, on avait dit que c'était pas facile d'établir des sphirotes, ça sera encore plus difficile pour les termim, vous imaginez. D'autant plus que dans un mot, on peut avoir plusieurs termim. On aura même des fois des conflits de termim. Et effectivement, ça va dépendre d'un mot par rapport à l'autre. Donc, on veut simplement essayer de comprendre et d'analyser les uns après les autres les termim comme des mouvements. Et ces mouvements, ils correspondent aussi à des mouvements spirituels. Donc, Zarka, c'est quelque chose qui monte, c'est la Malchut qui remonte. Pourquoi? Les Orot, qui les mata, besof à Madrigot, pour indiquer que, alors, le Zarka, ici, il est indiqué sur la dernière lettre du mot. Donc, c'est quoi ce degré du dernier? C'est la Malchut qui est la dernière. Et quelquefois, elle est en bas, à la fin des degrés, où l'ifamim choseret el bet avia, et elle va revenir dans la maison de son père. La maison de son père, c'est qui? C'est Chorma. Qui neurea, comme quand elle était jeune fille. C'est un grand sujet dans le Zohar, par exemple dans Parashat Mishpatim, à propos de la fille du Kohen. Vous savez que le Kohen, une fille de Kohen, elle est Kohenette. À savoir qu'effectivement, comme elle est de tribu, on va dire, pontificale, elle va avoir tous les privilèges des Kohanim. C'est-à-dire, elle mange la trouma, elle a accès à toutes les choses saintes. Mais si elle se marie avec un non-Kohen, ou si elle sort de la maison de son père, elle perd tous ses privilèges. Elle perd tout. Elle perd tout. Parce que si son mari était en Israël, eh ben elle va devenir Israël. Mais la Torah, elle dit que si jamais elle divorce, ou elle est veuve, ou pour d'autres raisons, elle revient dans la maison de son père, elle récupère ses privilèges. Et dans le Zohar de Mishpatim, où on parle des Gilgulim, on dit c'est un peu comme l'âme. L'âme, elle était chez son père, maintenant elle va descendre en exil, et après, quand elle revient, elle redevient maintenant la fille de son père. C'est ça qui veut dire aussi. Exactement. Et donc, lorsqu'elle revient dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, ou melechem avia tochal, et donc elle va à nouveau remanger le pain de son père. Ici, dans le cas du Kohanim, ça veut dire qu'elle va manger la trouma. Ou tekabel shefarav verav tov, et elle va recevoir un grand influx de la maison d'Israël avec ses machanot, avec ses camps, vechayolotea, et avec ses suivantes, et avec toutes les forces qui vont avec la malchut, à Metzapim Adboa, qui attendent qu'elle revienne.
C'est le fameux qui est marqué, vous vous rappelez, dans le Shetraïl, la tête teref les bêta, vechok lena arotea, pour qu'elle puisse donner, comme on avait dit, pour qu'elle puisse donner leur part à la nation, leur part dans sa maisonnée, pardon, et elles puissent donner leur part à ces jeunes filles. Vei nekudat arosh, sheberosh achut aou. Et donc, ça correspond au point qui est au-dessus du fil, de ce fil-là. Donc, si vous avez ce zarka, alors il faut avoir évidemment devant vous le dessin, le point qui est en haut, c'est la malchoute, et le chout, ce qu'il appelle ici le chout, c'est-à-dire le fil, ce fil entrelacé du zarka, nirmaz betiferet, il indique tiferet, qui derer a tiferet aliyata derer shesh ma'alot ta'ale, parce que la voie du tiferet, le fait quand ça monte par les 6 degrés de tiferet, vesham ta'ase atara tiferet, et après elle va devenir la couronne de tiferet. Comme on a dit, eshet chayil ateret ba'ala. Vezeorat surat azarka. Et c'est ça qu'indique la forme du zarka, betsiura dans son dessin, veremizuta. Retenez donc les 2 premiers éléments. On va s'intéresser à la forme du ta'am et à son nom. En général, on ne s'intéresse pas trop à ça. Et c'est ça maintenant le but. Donc, zarka, c'est la malchoute qui revient. Ou mipne, she'alea neema. Et effectivement, et puisqu'elle est à son propos, il est dit Chazé aviat adi idgazerat even dilabidian ou machat letsalma. Donc vous vous rappelez que c'est dans Daniel, c'est à propos de cette pierre qu'on va envoyer contre l'idole. Veken iaz mitoreret, et donc elle va s'éveiller, bekoach avec une force, vechozek et avec une force et une puissance, aliata dans sa montée, ou mevatelet kod salmé, et donc c'est comme une pierre qu'on va lancer, comme il a lancé là-bas contre la statue, et cette pierre-là maintenant, elle va éliminer toutes les forces extérieures, tous les dieux étrangers, ou pesile Elohim acherim, ve'ia notenet mehanek v'chay v'chenek, et c'est elle qui va étrangler ceux qui doivent l'être. Rappelez-vous que Chenek, ça fait partie d'une des 4 mitzvot Beddin, à Devukim Beshar et Mavet, qui sont liés aux portes de la mort, qui sont en dessous d'elle. Ve'u Soudar Shebo Ayu Chonkin à Sanhedrin, et ça correspond au Soudar. C'est quoi un Soudar? En hébreu moderne, c'est un foulard. Et c'était avec ce foulard-là qu'on procédait à la peine de strangulation, Chav Veshalom. Ou mipne heyota kodem aliyata. Et la malchoute, rappelez-vous, avant qu'elle monte, elle est où? Elle est en bas. Quand elle est en bas, elle correspond à quoi? Elle correspond au point voyelle de Chirek. Ou mipne. Et yotam kodem aliyata tsurat Chirek. Les mata, elle est en bas. Ksat, vechen inota les mata ksat kazé. Et on va retrouver ça de même dans le dessin du Zarka. Donc c'est très intéressant, le Rama qui va lier ici, au nom du Rabbi Shimon bar Yochai, les points voyelles au Théamim. Donc de même que le Chirek, il indiquait que la Malchoute, elle était en bas, ça c'est clair, la pointe gauche du Zarka, elle indique la Malchoute en bas. Vechen imetziuta a tarton, et c'est ça maintenant sa position quand elle est inférieure. Ve'ola minasmol el ayamin, et donc maintenant on suit cette ligne du Zarka, et donc elle va monter depuis la gauche vers la droite, qui ken kola aliyah minasmol el ayamin, parce que la montée elle se fait de gauche à droite, et la descente elle se fait de droite à gauche. Très intéressant. Comme si finalement pour pouvoir monter ça passait par la Gvoura, et quand on descend, ça descend du côté droit. Qui a yamin leolam la smol, parce que toujours, effectivement, c'est la droite qui l'emporte sur la gauche. Ve'acharkar, et donc une fois qu'elle a monté, vous voyez un peu le dessin du Zarka, cette espèce de ligne un peu sinueuse.
Ve'acharkach mitpashet beyosher klape ma'ala, et après elle va remonter vers le haut. Les habits klape aketer, pour pouvoir regarder au niveau du keter, parce que c'est là où elle veut aller. Kisha mikar kavanat aliyata. Dans le secret de se rappeler de ce verset, quand on a dit Ani Rishon ve'ani Acharon, je suis le premier et je suis le dernier. À savoir que c'était, vous vous rappelez, on a vu ça, c'est le Yud. Je suis le premier des Yud et je suis le Yud d'en bas. Le Yud de Yud Kevavke et le Yud de Ani. Et donc, ça correspond à Ein Berosh ve'en Besof. Comme on l'avait expliqué dans Shar à Metsiout. Vous vous rappelez que Ein, on avait dit que c'était quoi? Ein, c'était à la fois le degré d'en haut et le degré d'en bas. Vous vous rappelez que Ein, c'était Aleph, Yud, Nun, c'est-à-dire Keter, Chorma, Bina. Évidemment, je répète, on est dans la porte 29. Donc maintenant, ces notions d'état amim, de la même manière qu'on avait fait pour les Nekudot et pour les lettres, ça va nous permettre maintenant de revoir de façon dynamique et accélérée tout ce qu'on avait appris dans les 28 portes précédentes. Venimsa, qui zarka betamim, que donc zarka dans les signes de cantillation, il correspond au aleph dans les lettres. Alors c'est intéressant parce que vous voyez que ça peut ressembler un peu à un aleph. Pourquoi? Veremez aleph, aleph berosh, veyud besof, et Vav Be'emsa. Alors, le Aleph, vous vous rappelez, le Aleph, on l'a déjà vu. Le Aleph, il est composé de quoi? Il est composé d'un Yud en haut, d'un Yud en bas et d'un Vav au milieu. Et ça correspond à la forme du Aleph. Alors, le Zarka, c'est pareil. Il y a un Aleph Berosh en haut, un Vav au milieu et un Yud Besof. Simplement, comme ici, il s'agit d'une montée, c'est ça, Zarka, d'accord? Zarka, ça veut dire, on va la jeter, elle est propulsée, elle se propulse, elle revient, là où elle revient, comme il a dit, dans la maison de son père. Donc maintenant, ce chemin-là, il se fait par ce degré-là du Zarka. Alors, le Makaf. Le Makaf, c'est en général une barre qu'on met au milieu. Le Makaf, Niré Loma, il me semble que ce ta'am-là, il est à Chorma. Comme Patach. Évidemment, vous avez vu que le Makaf et le Patach, ça se ressemble. C'est à la fois, c'est une barre horizontale, et les deux correspondent à Chorma, voir ce qu'on a fait sur le Patach. Veomnam, mais, c'est pas exactement Chorma. Ou Besod Adat, il correspond au mystère du Dat, à Omed, ou Makif, ou Mechaber, parce que c'est quoi le Dat? Le Dat, c'est celui qui fait la jonction entre Chochma et Bina. C'est pour ça que les gens, ils ont fait cette notion de Chabad. Vous vous rappelez que toute la notion de Dat qu'on a vue depuis le début du Pardes, le Dat, ça compte pas dans les sphirotes, parce que c'est une sphira qui permet l'ascension à l'intérieur. Vous vous rappelez qu'on a dit que Dat, c'était l'ascenseur des sphirotes. Donc, ce degré de Dat, il fait quoi? À Omed, ou Makif, ou Mechaber. Et il est là donc pour unir. Ou Meyached Shte Amidot, et il va donc unir les deux degrés qui sont Chorma et Bina. Comme on l'expliquait dans les portes précédentes, et donc, le Makaf aussi, il est là pour unir. C'est un signe qui va permettre à ce que les choses, elles soient mises ensemble. D'ailleurs, si vous regardez, qu'est-ce qu'on avait dit du Makaf? Laissez-moi juste regarder. Le Makaf. Alors, le Makaf, en général, c'est un signe de ponctuation. Mais ici, on le considère comme un signe de cantillation. Parce que, en fin de compte, il va lier deux mots ensemble. Alors, vous avez compris que Makaf, ça vient de Léakif. Ça veut dire quoi, Léakif? Ça veut dire le fait d'entourer. Velachon Makaf, milachon Chibour. Ça veut dire aussi que c'est un signe de liaison. On a une occurrence dans la Gemara qui a marqué que mot amakif shete chaviot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va mettre ensemble deux éléments. Chez inyano lachon chibour veyichud. Parce qu'effectivement, il va permettre d'unir les choses. Donc, venimsa les fizé pirouche et amim aedekar. Donc, si on reprend, le zarka, i aliyat ou aliyat amalchut les mala. Ça veut dire le zarka, il va faire monter la malchut en haut.
Vetechilat Razarata Choseret Alpi Midotea. Et effectivement, le début de son retour va se faire selon ses attributs à elle. Verishona Choseret le Chorma. Et donc, elle va commencer par revenir à Chorma, et c'est là-bas que se trouve le Makaf. Et après, elle va être dans Keter. Parce que c'est là-bas que le Zarka auquel il veut atteindre. Donc, autre élément de méthodologie, la partition des Théamim, d'après le Ramak, elle a aussi un sens. C'est pas pour rien qu'on a mis Zarka et après le Makaf. Alors que vous verrez que dans d'autres livres, c'est pas dans ce sens-là du tout. Et il y a plusieurs raisons, parce qu'en général, le Makaf n'est pas considéré comme un Ta'am. Velazé, Nimsa, Azarka le Maala Berosha. Et donc c'est pour ça qu'on va trouver que le Zarka, c'est en haut, lorsqu'elle est en haut, Akoum, elle est donc tordue du côté gauche, pour indiquer qu'elle revient. Le Rot al Khazarata. Vechen Beniguna. Et donc de même, quand on va cantiler, quand on va chanter ce signe du Zarka, Yesh achare aliyah benigun, une fois que maintenant on a fait Zarka, on va voir aussi que ça descend. Donc normalement d'après le Ramak, Yesh achare aliyah benigun ksat ashpala. Ça veut dire une fois qu'on a monté dans la mélodie, il faut qu'on descende. Zarka, oui, on redescend. Zarka, ça redescend. Et après il y a le Makaf. Et le Makaf, il fait quoi? Le Makaf, il est makif, comme on a dit, il va donc mettre ensemble, relier deux éléments ensemble, Shtem Milotashniot, Yachad, c'est-à-dire les deux éléments inférieurs, qui s'appellent Chochma et Bina. Donc le Makaf, on a dit qu'il était date, donc en gros, la Malchut, elle monte, il y a un arrêt, le Makaf, maintenant, il va réunir Chochma et Bina, Yachad, Benigun, Meirud, Veyichud, parce que le Makaf, il va lier les deux mots ensemble. Ima Shofar, Sheu Bina, et donc du coup maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver maintenant le Shofar. Comme on va maintenant expliquer. Alors, les Shofarot. On a dit on a le Shofar Oler. On verra qu'il y a aussi le Shofar Meupar. Mais Shofar, c'est Shofar. Donc le Shofar, ça va dire c'est cette corne du Shofar, et là maintenant il est Shofar Oler. Et le Ramak, il a fait exprès ici de nous mettre les deux chauffards ensemble. Le chauffard Oler et le chauffard Meupar. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qu'on appelle Oler, c'est-à-dire il va devant, parce qu'en fin de compte, il est ouvert du côté gauche de la lettre. Et le Meupar, ça veut dire qu'il est renversé, et lui, il va ouvrir de la gauche vers la droite. Donc chauffard, Oler, Meupar. Mais les deux sont liés à ce degré de chauffard. Et d'ailleurs, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça chauffard? On voit pas vraiment la forme d'un chauffard quand on regarde le Ta'am, comment est-ce qu'il est fait. Ce chauffard-là, il correspond à la bina, évidemment. Vous vous rappelez qu'on a vu à l'article chauffard que c'était lié à la bina. Vechen i chauffard. Et donc, de même, la bina, c'est un chauffard. Chez Aléa, nous, omrim, comme on avait dit, vous vous rappelez que le chauffard, c'est lui qui marque la liberté. Quand on avait dit, Teka b'chauffard gadol herotenu. C'est-à-dire que tu sonnes du chauffard pour nous libérer. C'est la bina qui apporte la libération. On a vu ça dans Shar HaShiarim à propos de la sortie d'Égypte et des 50 portes. Qui bat à Hérout, parce que c'est effectivement dans la bina, dans ce chauffard-là que se trouve la vraie liberté, comme on l'a expliqué dans Shar HaKenoïm. Alors, est-ce qu'on va entendre chauffard comme le chauffard simplement? Oui, mais on va entendre aussi autre chose. Velachon shofar milachon shefar. C'est quoi shefar? C'est le fait d'embellir. Vous savez, le nom Shapira en hébreu, ça veut dire c'est quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est arrangé. Qui y Shapira a meshaperet et avalad, parce que c'est chez Yifré à meshaperet et avalad, parce que c'est le fait maintenant d'embellir le nourrisson auquel elle va donner du lait pour qu'il grandisse. Les tiferet, ou me yofia auto bashpaato, et effectivement, et elle va donc l'embellir par l'influx qu'elle lui donne.
Or, la bina, elle donne un flux à qui? Elle donne un flux à Tiferet. Velachen. Et donc, c'est pour ça que ce chauffard, Mekabel Betsad Arachav. Donc, quand on va regarder le chauffard, il va avoir un côté large. Ça veut dire que ça reçoit du côté large les Arot El Rechovot Anar, pour indiquer maintenant comme les rives d'un fleuve par lequel elle va donner. Ou Meshpaat les Mata, et elle va donc influer en bas. Alors, mais dans un chauffard par définition, qu'est-ce qu'il a? Il a un embout serré et il a une ouverture. Nous, on souffle de quel côté? On souffle du côté serré. Et le son, il sort du côté ouvert. Alors, il dit, ne me pose pas la question à propos de la tekiya, où on voit que la tekiya, là-bas, ça passe par le côté court, par le côté restreint. À Ketzer, elle aracha vers le côté élargi. Parce que, quand on sonne du chauffard, nous, on veut réveiller Kioulé Orer Koach Haelion. On veut réveiller la force supérieure. Alors, quand on veut réveiller la force supérieure, c'est du bas vers le haut. Donc, ça s'appelle Or-Choser. Ve'u Besod Or-Choser. Or, le Or-Choser, comme ça va du bas vers le haut, c'est normal que ça passe du côté petit au côté large. Ve'kacher Azechut ve'amizvot meirim baolam. Et donc, effectivement, lorsque le monde il est éclairé par le mérite et par les commandements, ou manirim, et que donc tout ça est éclairé, donc c'est pour ça qu'on a le chauffard Oler. Parce que qu'est-ce qui fait ce chauffard Oler? Ce chauffard Oler, il fait une ouverture qui va permettre de donner un influx. Ou Léolam Oler, ça veut dire qu'il va. Ou Mashpia, il influe. Comme un fleuve, vous vous rappelez de ce fameux fleuve, Kenar Nagid Venafik, comme ce fleuve qui coule en permanence. Mais, malheureusement, Dieu préserve, Gourmim Avonot, quand les fautes l'emportent, et que la shrina supérieure, elle disparaît. Alors il s'appelle Shofar Meupar. C'est quoi Shofar Meupar, si vous regardez? Ce Shofar Meupar, il ferme la syllabe. Shofar Meupar. Peut-être qu'en général, il faut dire Shofar Meupar Kadma. Il ferme la syllabe. Donc il restera un influx. Pourquoi parce qu'elle va rassembler ses forces en elle, elle fait remonter ses forces, et maintenant elle dit le monde, il va être livré au din, et c'est ça le shofar meupar, c'est-à-dire qu'on a renversé le bien. C'est le bien qui est renversé. Comme, alors c'est quoi cette notion où on peut renverser les choses? C'est un grand principe, il y a marqué que dans le Zohar plusieurs fois, que les Rechaïm, les criminels, ils peuvent renverser, ils peuvent renverser la miséricorde en rigueur, et donc le monde se trouve en peine jusqu'à ce qu'effectivement la mère revienne et influe sur les enfants, et c'est ça qui s'appelle le shofar Oler. Le Ségolta. Le Ségolta, on l'avait déjà vu dans le Zohar, il ressemble, comme je vous ai dit, à un ségol à l'envers. Alors, comment on passe du shofar Oler et shofar Meupar au Ségolta? Yadoua, il est connu. Chez Mina Shofar Yotse Esh Umaim Ruach. Vous vous rappelez que pour pouvoir sonner dans un shofar, il faut qu'il y ait du souffle. Et le souffle va faire un son. Or, on avait dit, vous vous rappelez là-bas, que le souffle, il était composé de Esh Maim Ruach. C'est-à-dire, il faut du feu, il faut comme une force. Maïm, il faut qu'il y ait de la salive, et Rouar, il faut qu'il y ait un souffle. Esh, Maïm et Rouar, on a vu que ça c'était lié à cette histoire du kol shofar. Parce que cette notion de kol, vous vous rappelez qu'il y a une différence entre kol avec vav et kol sans vav, on ne va pas répéter, parce que le kol, il est kaloul mishloshtam, il est donc composé de ces trois éléments qui sont donc ces trois fondements, qui sont Esh, Maïm, Rouar, le feu, l'eau et le vent, qui correspondent effectivement à Gedoula, Gevura et Tiferet, ça vous avez compris, un à droite, un à gauche et un au milieu. Et c'est à ça que correspondent les trois points du Ségolta.
Alors, maintenant, on avait dit à propos de, on avait dit, vous vous rappelez, à propos du ségol. Mais le ségolta, il y a un point qui est en haut et deux points qui sont en dessous. Alors, et donc ici, on aurait donc Ge Tiferet qui serait au-dessus de Gedula et Gvura. Comment c'est possible? Il y aura un qui dit c'est pas une grande question. On a déjà expliqué dans Shar Seder Hatzilut que effectivement, que Tiferet, il pouvait se placer au-dessus des deux. Où est-ce qu'on a vu ça? À propos de Yaakov. Yaakov, il est troisième ou il est premier? Yaakov, normalement, s'il y a Abraham à droite, Yitzhak à gauche, Yaakov, il est en dessous, il est au milieu. Mais le Zohar, il dit plusieurs fois que Yaakov, il est le patriarche principal. Parce que justement, il peut remonter au-dessus de Abraham à droite et de Yitzhak à gauche. Pourquoi? Parce que Yaakov, il provient d'un degré beaucoup plus haut. Tiferet. Liot kiunet salmina keter. Parce que comme il provient de Keter, donc il peut monter jusqu'à Keter. Ou magamata binyan segolta. Et effectivement, à propos de cette notion de segolta, dont nous venons de parler, par ce principe de la montée. Vous vous rappelez qu'on avait dit que la malchut, elle montait. Shalta malchut. Ve'alta. Techilat yichidata el mekoma. Et effectivement, quand elle va redescendre plus tard, les firar ou lema la besoladat, c'est pour ça que maintenant, Tiferet aussi, il monte. Comment est-ce que Tiferet, il monte? Il monte par date. Besod à Makaf, par le degré du Makaf. Parce que vous vous rappelez que le Makaf, c'était lié à Chorma. Les Yardo ima Shofar, pour pouvoir s'unir avec le Shofar, comme on a expliqué. Donc, le Rama qui fait quelque chose ici d'extraordinaire, on va lier maintenant tous les théamim entre eux. Et on comprend que les théamim, c'est pas simplement des signes distincts. Et que quand ils vont former maintenant une suite, cette suite, elle dessine un mouvement, elle dessine un dessin. Donc ce dessin qu'on vient de faire maintenant, on avait dit Zarka, Makaf, Shofar Oler, Segolta. La Malchut, elle est montée. On est arrivé à Chorma. Shofar Oler, la Bina maintenant, elle va influmer. Et le Segolta, il va permettre que Tiferet aussi monte. Ou les Fira ou les Malab, et Besoda Makaf par le mystère du Makaf, parce que le Makaf, il va permettre de l'unir avec le Shofar qui est la Bina, comme on vient de l'expliquer. Et Rabbi Shimon de Yochai, il va des fois expliquer que ce principe de Segolta, il peut même être appliqué aux trois premières Sefirot, Begimel Rishonot, c'est-à-dire Keter Roma Bina. Mais l'essentiel, ça correspond aux trois qui sont les Avot, c'est-à-dire qui sont ici, c'est-à-dire exactement Yaakov, Abraham et Yitzhak. Ou mitam chez Gimel Rishonot Nishpaim Ena Begimel Elu Nikra Bishmam, effectivement, de la même raison qu'on va appliquer à l'un, on va appliquer à l'autre et on leur donnera le même nom. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans les Tikkunim. Alors il y a beaucoup de choses sur le Segolta dans le Tikkun Hazor. Segolta, Beraza Ditlat Avan. Donc, Segolta, c'est quoi? C'est dans le mystère des trois patriarches, des Kaimin qui se maintiennent, Go Shufara, dans le Shofar. Et plus haut, c'est marqué dans le même texte, où les Malamizé Amar, ou Tlat Kshirin, et il y a donc trois attaches qui se tiennent Bédourté dans sa place, Ve'afalgav de Beraza Achara Kaimin, et bien qu'effectivement ça se tienne dans un autre lieu, c'est-à-dire, bien qu'on ait pu l'appliquer aux trois avot, on peut aussi l'appliquer aux trois sirotes d'en haut. Kula ou Berazachada, et tout ça se trouve dans le même mystère. Pourquoi? Des Atlat Kshirin, parce que ces trois attaches-là, des Kaimin Bedourté qui se tiennent dans leur endroit, Techut Gatfa Daou Shufra, et c'est en dessous des ailes du Shofar. Alors si c'est en dessous des ailes du Shofar, c'est-à-dire c'est en dessous des ailes de la Bina, donc ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Veine. Et donc, qui puisqu'effectivement c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a posé lui-même cette question. C'est-à-dire
Qui a falpi chez bien qu'on a dit que dans plusieurs endroits, que Ségolta était dans Rome, alors que l'essentiel, c'est qu'il soit dans les 3 avot, qui ont des karugé avot. Et là, les fichiers omdim tahatabina. Et donc, puisqu'il se trouve en dessous de la bina, il s'appelle Ségolta, et il s'appelle aussi les degrés supérieurs. Bon, c'est pas compliqué, on a vu plusieurs fois dans le parler, c'est-à-dire que le même mouvement, même appliqué à 2 fonctions différentes, peut avoir le même nom. Et donc, l'essentiel se trouve dans les 3 avot, comme on l'a expliqué. Et dans un autre endroit des Tikkunim, Rabbi Shimon a expliqué que le Ségol, ou Zecher Metziut HaTiferet, vous vous rappelez que le Ségol, il indique aussi une position de Tiferet. Eh bien, le Ségolta, il est du côté de la Malchut qui s'appelle Eshetraïl, qui s'appelle la femme qui est vaillante, qui est donc Ateret Baala, qui est au-dessus de son mari. Et la raison en est qu'il y a Tiferet Mitzada Midato ou les Mata. Tiferet, il va se trouver donc dans le Ségol, en dessous des 2 avot, et ça s'appelle Ségol. Et la Malchut, quand elle est en haut, mais Netzacheod, elle va se retrouver au-dessus de Netzacheod, ça s'appelle Ségolta. En gros, le Ségolta, c'est le fait que le point du milieu du Ségol, quelle que soit l'appellation qu'on peut lui donner, il remonte. Ça indique une montée. Velachen, Besod Aliyata Yebaala, Besod Ségolta. Et donc, effectivement, quand c'est dans un mouvement ascendant, ça va être dans le degré du Ségolta. Gover mitzad aliyata à la de Givora. Et donc, effectivement, que même de ce point de vue-là, quand on va l'appliquer à Tiferet, c'est Tiferet qui remonte. Et voilà pourquoi, effectivement, on est passé du shofar au lech, le méoupar, on n'en parle pas, au Ségolta qui va faire monter à son tour Tiferet. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.